L'importance de l'Afrique sera de plus en plus écrasante dans le domaine qui nous intéresse ce soir. Et c'est Beat qui va nous en parler avec, pour commencer peut-être la francophonie en Afrique. Absolument, Romain. Quand on parle de la francophonie, je vois deux aspects. Le premier aspect, comme l'a dit Ers, c'est l'aspect sociopolitique avec l'Organisation internationale de la francophonie. Et là, on voit une présence vraiment écrasante des pays africains. Plus de 30 pays sont membres de l'organisation. Et si vous voyez dans l'historique, l'organisation a même commencé par cette agence de coopération culturelle et technique ACCT, par la conférence de Niamey. C'était sous l'influence de quelques chefs d'État africains de l'époque, dont Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Habib Bourguiba de la Tunisie, Amani Dior du Niger et le prince Norodom Sihanouk du Cambodge. Même les sommets, la plupart des sommets se font en Afrique. Le dernier, c'était à Dakar, au Sénégal, en novembre dernier. Le suivant sera à Antananarivo, au Madagascar, en 2016, ça se fait tous les 2 ans. Et c'est ça, la francophonie. Mais comme je le disais, il y a un deuxième point de la francophonie, ce qui est l'espace plutôt culturel et linguistique, un peu abstrait, qui n'a pas de frontières physiques comme tel. Dans plusieurs pays d'Afrique, comme je le disais, le français a été vraiment accueilli à bras ouverts, surtout comme un outil d'unité nationale dans les pays où il y avait une multitude de tribus parlant chacune leur langue ou leur dialecte. Alors, ils ont pris le français comme une langue qui pourrait les unir et à être utilisée dans l'éducation, dans l'administration, dans la littérature, dans les arts et la culture et bien d'autres. C'est surprenant combien de pays en Afrique dont l'hymne est en français, en commençant par la Renaissance en Centrafrique, la Tchadienne au Tchad, la Debout congolais au Congo, pour l'Afrique et pour moi Mali au Mali, et partout dans plusieurs pays là-bas en Afrique de l'Ouest, surtout en Afrique centrale, le français est vraiment un élément important de leur culture et de leur vie quotidienne. Mais le côté le plus intéressant pour moi, c'est la littérature franco-africaine. On ne pourrait pas parler vraiment de la francophonie en Afrique, et même aux Caraïbes, et oublier la richesse de l'anthologie de la littérature franco-africaine depuis surtout le début du XXe siècle. Déjà en 1921, René Maran, un écrivain d'origine guyanaise, reçoit le prix Goncourt pour son roman Batouala. C'était le premier français africain à obtenir ce prix Goncourt. Mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que la littérature française en Afrique a pris son élan sans précédent, notamment avec l'émergence d'un courant littéraire et politique qui ressemblait des écrivains noirs francophones, dont Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, je m'excuse, Léon Gontran Damas et bien d'autres. La littérature africaine donc se retrouve dans plusieurs pays d'Afrique et surtout en Occident et au centre de l'Afrique. Il y a aussi une littérature maghrébienne, francophone, née aussi sous la période coloniale française dans les 3 pays du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, qui est aussi une littérature très riche là-bas. Vers le XXIe siècle, avance rapide, l'un des francophones africains les plus influents, je crois que c'est l'écrivain et homme politique congolais Henri Lopez. Il est considéré comme l'un des représentants les plus connus de la littérature africaine moderne. Il a eu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire et de l'Association des écrivains de la langue française sur son livre Trébalique. Et en 1993, il a eu l'Académie française lui décerner le Grand Prix de la francophonie aussi. Alors c'est un écrivain célèbre là-bas. Une autre figure de la littérature africaine et française d'état moderne, c'est l'activiste Calixte Beyala, probablement d'origine camerounaise. Elle a publié son premier ouvrage en 1987, intitulé « C'est le soleil qui m'a brûlé ». Et elle reçoit par la suite plusieurs distinctions pour son œuvre. Trop pour citer ici. Et les deux personnages sont également de grands avocats de la francophonie et de la langue française en général.
Un autre point intéressant, c'est qu'il y a aussi quelques prix, comme le prix littéraire d'Afrique noire, attribué chaque année par l'Association des écrivains de la langue française, la DELF. La liste est vraiment très longue. Le premier prix a été octroyé en 1961. Il y a aussi le prix littéraire des Caraïbes, créé en 1965 par la même association, et destiné à distinguer les écrivains, les auteurs francophones issus des Antilles, comme le Martinique, Guadeloupe, Haïti ou Guyane, etc. Ça se fait tous les 2 ans. Le dernier, je crois, c'était Yannick Lahens pour Guillaume et Nathalie en 2013. Mais la francophonie ne se manifeste pas seulement par la littérature. Il y a d'autres secteurs culturels. Là-bas, j'ai parlé des hymnes nationaux, mais la musique, le théâtre, le cinéma, la langue française est vraiment devenue un outil très important de communication, d'expression en Afrique. Et le plus récent des événements, c'est le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma, de la télévision et d'Ouagadougou. C'est l'un des plus grands festivals africains de cinéma qui se déroule tous les 2 ans à Ouagadougou, c'est la capitale du Burkina Faso. Et le dernier, c'était justement cette année, du 28 février au 7 mars. Le festival a été créé en 1969 à Ouagadougou, à l'initiative d'un groupe de cinéphiles, dont notamment François Bassolet et Claude Prieux, qui étaient directeurs du Centre culturel franco-voltaïque. Et le dernier, comme je le disais, c'était ce mois. Alors, le festival n'est pas strictement francophone, mais un bref regard sur le catalogue atteste d'une dominance rocambolesque du français. Et le IEF est également c'était l'un des plus grands supporters du FESPACO. Et les gagnants, évidemment, c'était Le Fièvre du réalisateur marocain Hicham Ayouch. Il a reçu le Talon d'Or de Yenenga, qui couronne le meilleur long métrage. Le film a été tourné en France, dans une cité. Fièvre raconte l'histoire de Benjamin, 13 ans, dont la mère ne peut plus s'occuper et qui part dès lors vivre chez son père Karim. Ce dernier, qui vit lui-même chez ses parents, se retrouve complètement démuni face à ce garçon, aussi attachant qu'insolent, qui bouleverse sa vie. Un film est vraiment très intéressant, si même vous voyez les petites tranches du film. Les talons d'argent et de bronze ont récompensé respectivement le film Fadma Soumer du réalisateur algérien Belkacem Hadjadj et L'œil du cyclone du Burkinabé Sékou Traoré. Il y avait un film là-bas, vraiment le film vedette du festival, c'était Timbuktu, du réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako, mais il s'est contenté des prix des meilleurs décors et de la meilleure musique après avoir été auréolé fin février en France de 7 Césars, dont celui des meilleurs films. 2 points intéressants afin que je termine sur cette 24e édition du FESPACO. Le premier, c'était vraiment le courage des organisateurs. Rappelons-nous ici que c'était justement quelques mois après la révolution qui a chassé Blaise Compaoré du pouvoir au Burkina. Et rappelons également que le Burkina Faso faisait partie de la liste des 15 pays d'OMS. L'Organisation internationale de la santé avait publié en octobre dernier comme priorité en ce qui est de la lutte contre le fléau de l'Ebola. Mais pourtant, ni la révolution, ni l'Ebola, ni l'instabilité politique, rien ne leur avait fait changer la vie de faire le film. Et surtout, le Timbuktu a aussi fait beaucoup de bruit, comme quoi ça pourrait être un danger dans la situation un peu volatile que nous voyons au Maghreb et tout près du Maghreb, au Sahel. Surtout au Mali. Oui, c'était au Mali. Oui. Un deuxième point intéressant, pour la première fois, le plus grand festival panafricain du cinéma et de la télévision ouvre sa compétition pour les talons d'or à la diaspora africaine et aux films tournés en Afrique, en numérique, je veux dire. Oui, c'est ce que je pourrais dire. Je pourrais parler toute la nuit sur la littérature, sur la francophonie en Afrique, mais... J'ai des questions. J'ai une question pour
pour commencer, je suis très étonné de voir que grâce à l'Afrique, la francophonie va s'étendre dans le monde et ça me pose des questions. Je vois que, enfin, j'avais l'impression qu'elle disparaissait notamment dans le sud-est asiatique, et je suis très très étonné qu'elles sont encore fortes en Afrique et mieux qu'elles s'étendent. Est-ce que c'est juste parce qu'elles jouent un rôle unificateur face à toutes ces myriades de langues peuvent parler dans un même pays? Quoi d'autre? Qu'est-ce qui permet pourquoi la francophonie se développe-t-elle en Afrique, notamment par rapport à l'anglophonie et la culture? Si le temps nous le permet, j'ai ici quelque chose que Henri Lopez a dit. Je crois que tout Africain qui a baigné dans la langue française est imprégné de cette écriture-là. Je ne le dis pas que c'est la plus belle culture du monde, parce que je ne connais pas toutes les cultures ni toutes les langues, mais je pense que la source de tout l'humanisme se retrouve dans le classisme français et gréco-latin. Alors, vous voyez que c'est vraiment un peu fort quand les Africains ont embrassé le français. Je crois qu'ils ne vont pas le lâcher. J'ai quand même une petite question, vue de l'extérieur, évidemment, n'étant pas africaine, mais moi je vois ce français, cette espèce de Commonwealth culturel qui a été, à un moment donné, le bras de la colonisation, de même que la Bible l'a été dans d'autres pays, et aussi en Afrique. Donc, je vois toutes les... Je ne sais pas comment est-ce que vous vivez justement cette espèce d'aliénation par une autre langue, et la disparition des langues locales, c'est quand même... Parce que si on parle de culture, justement, c'est important de préserver aussi les langues locales. Donc... c'est sûr que la France, le pays des droits de l'homme et tout ça, ça fait écho à ce qui s'est passé au XVIIe siècle en France, où la France était morcelée par différents dialectes, et où Louis XIV a imposé le français, et où les dialectes sont partis. Maintenant, ils refont sur... Mais l'Afrique, c'est un continent. C'est une condition du développement économique aussi. Et c'est ce qui se passe en Chine d'ailleurs aussi. Avec ce qui est intéressant en Afrique, c'est deux choses. La première chose, c'est que nous avons retenu nos langues. Nous avons retenu la langue maternelle. Totalement. Oui. La deuxième chose intéressante, c'est que nous avons pris le français et nous l'avons transformé à notre manière. Si vous allez au Ghana ou, je ne sais pas, au Gabon ou au Sénégal, vous trouvez que le français là est un peu différent du français du Congo. Non pas seulement dans la prononciation, mais aussi dans la terminologie et tout qu'on sort. Si vous allez au Congo et on vous dit quelqu'un a virgulé, tu vas comprendre les Romains? Non, mais j'aimerais bien. Ça, c'est du français congolais. Vous voulez savoir? À virguler. Ouais, quand quelqu'un vous doit de l'argent, quand quelqu'un vous devez de l'argent à quelqu'un, et vous le rencontrez, mais vous n'avez pas cet argent sur vous, vous ne voulez pas le rencontrer, vous tournez quelques degrés, vous allez de l'autre côté là, vous prenez une autre route, on appelle ça virguler au Congo.